Vous écoutez Merci Bocuse. Ah mais alors, qui c'est qui me dérange dans cette émission? C'est mon émission préférée, là. Un podcast en hommage à Monsieur Paul. Il ne se comporte jamais comme une star. C'est un monsieur hors du commun. Aujourd'hui, au micro de Merci Bocuse, le chef Olivier Couvin. Chef exécutif du restaurant gastronomique Paul Bocuse, aux côtés du chef Gilles Reinhardt et du chef pâtissier Benoît Charvet, Olivier Couvin intègre l'équipage en 2001. Prendre les rênes d'une maison aussi emblématique, c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Entre héritage, excellence et innovation, Olivier Couvin perpétue une tradition culinaire mondialement reconnue, tout y en apportant sa sensibilité et sa vision. Chef Couvin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Chef Couvin, pour débuter notre échange, avez-vous en tête votre tout premier souvenir lié à la cuisine ? Peut-être un plat, une odeur ? Alors, j'ai pas forcément de souvenir. La cuisine, pour moi, est arrivée très très tardivement dans ma vie. J'étais pas du tout intéressé par ça. Pour vous dire, même, je ne connaissais pas qui était Paul Bocuse en tant que Lyonnais à 19 ans. Donc, je pourrais parler d'un plat où mon père étant éboueur, il travaillait sur une décharge sur Brignais où le gardien s'appelait Mohamed. Et on avait le droit de venir quelques week-ends par an manger le couscous qui était préparé dans sa guérite. Et c'est vrai que ce souvenir-là était déjà un plat de partage. Je ne pensais pas qu'un jour ma vie serait autour de ça. Et j'adorais ce moment-là. On était pour autant au milieu d'une décharge. Et on passait des moments incroyables avec lui à manger le couscous, qui est d'ailleurs devenu un de mes plats préférés. On était déjà dans le partage et l'authenticité. Exactement. Donc en tant que Lyonnais, vous disiez ne pas connaître forcément Monsieur Paul. Donc rejoindre cette maison emblématique n'a pas toujours été un rêve de gosse finalement. Aucunement. Rejoindre cette maison, c'est le hasard de la vie. Alors je crois réellement qu'on a tous des chemins un peu écrits dans la vie et mon parcours de vie un peu particulier. Partant de chez moi à 17 ans pour faire une école hôtelière, mais pas parce que j'aimais l'école hôtelière ou le métier. Ça me permettait d'être à l'internat et de voler mes propres ailes, de ne pas rentrer chez moi. Je réussis mes études, mais là, très vite, je veux m'engager dans l'armée, où là, je pars sur une formation parachutiste. Et de fil en aiguille, un accident en tout cas a bouleversé mes projets. Et l'armée dans laquelle j'ai continué mon service militaire m'a pas convenu. J'étais dans le matériel et quelque chose pas assez investi, pas assez engagé. Pour autant, j'avais cette envie de servir mon pays. Donc, des années plus tard, les choses s'écrivent et finalement, c'est là que je me dis, il y a peut-être quelque chose là-haut qui fait qu'on doit rencontrer certaines personnes, vivre certaines expériences pour arriver à la finalité peut-être de ce qu'on doit faire dans notre vie. Alors, chef, justement, comment devient-on chef exécutif d'une des maisons les plus emblématiques de France quand on voulait être militaire ? Comme je disais, le hasard. Le hasard, je sors de l'armée. Mon premier poste, je travaille à l'usine, je fais des petits boulots parce qu'il faut se nourrir. Je travaille juste pour me nourrir et gagner un peu ma vie. Donc j'ai travaillé de nuit à l'usine, j'ai fait plein de choses différentes. Et un jour, un poste dans la cuisine s'annonce à l'agence intérim et je dis pourquoi pas. Tu as fait des études finalement, peut-être que ça va te servir. Et j'atterris au col de Malval. Col de Malval, où des années plus tard, je saurais que M. Paul a fait son apprentissage chez Amer Brasier, à 450 mètres d'où je travaillais. Juste en face ? Juste en face. Et là, je me dis, aujourd'hui en tout cas, il y a quand même quelque chose qui était prévu pour moi. Ma sœur étant professeure à l'Institut Bocuse à l'époque, qui s'appelait Hitch, elle était professeure de salle. Et en fait, j'ai découvert que j'avais une sœur très tardivement, à l'âge de 14-15 ans, mais on n'avait pas vraiment beaucoup de contacts. Et un jour, elle me contacte et me dit, voilà, je suis professeur à l'Institut Bocuse, est-ce que ça t'intéresse ? J'ai su que tu étais cuisinier. Est-ce que ça t'intéresse que j'envoie ton CV avec une enveloppe de l'Institut chez Monsieur Paul Bocuse ? Alors moi, vaillant, ça faisait 2 ans et demi que j'étais dans ce poste de cuisine, je m'en sortais plutôt bien. Et je dis oui, pas de souci. Et là, le téléphone sonne, 3 semaines plus tard, Roger Jaloux au téléphone. Et Roger Jaloux, il me dit, écoute Coco,
j'ai pas de place pour toi à Collonges, mais je t'envoie en Bourgogne. Dans 4 jours, tu es en Bourgogne. Tu prends la place de sous-chef dans un relais château, qui était le relais château des Ursulines à Autun. Roger Jaloux faisait certainement un consulting là-bas. Donc c'était un peu l'antichambre de la maison Bocuse. Donc j'étais un peu chef au col de Malval. J'arrive aux Ursulines à Autun. On se rend très vite compte que j'étais pas du tout à la hauteur. Donc de sous-chef, je passe à commis. Donc là, je prends déjà une sévère claque. Et je dis, bah, pas de problème, on va travailler plus dur. Donc au bout de 2 ans, le chef s'étant blessé à la main, au bout de 2 ans, je tiens la cuisine. Donc j'avais regrimpé toutes ces petites marches avec l'engagement, la volonté de réussir et de ne pas être moyen dans ce que j'engageais. De là, le téléphone ressonne et on nous dit on a besoin de toi, Olivier, à Collonges. Donc tu viens dans 1 semaine, tu es à Collonges. Vous avez eu très rapide à chaque fois. Et j'arrive à Collonges en tant que chef de parti. Et là, très vite, à nouveau, je ne suis pas à la hauteur. La maison est très dure, très rigide. Les chefs très, très rigoureux. Finalement, ils subissaient un peu cette pression de M. Paul qui voulait exactement certaines choses. Donc je m'accroche, je dis, il n'y a pas de raison, les autres ils y arrivent et toi tu ne vas pas y arriver. Et un jour un sous-chef s'en va, et j'avais une certaine carrure, et on me dit, tu ne veux pas être sous-chef toi? Ça permettait aux autres de partir en vacances, finalement le hasard complet. J'ai été utile à un moment donné. Donc je prends cette place de sous-chef et je vois plein de gens, dont Gilles, passer le concours de meilleur ouvrier de France. Ça m'intéresse, je vois ces gens avec ce col bleu blanc rouge, pourquoi finalement je voulais faire l'armée. Et ils réussissent. J'ai dit, t'es pas plus mauvais que les autres finalement, si tu travailles dur, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc Gilles gagne en 2004, la première fois qu'il présente le concours, et j'ai vu tous les stades des émotions qu'il a pu passer. Et moi, ce col, de voir M. Paul, de voir ces gens aimer représenter leur pays avec ce col, ça m'a donné envie. Donc je l'ai présenté en 2007, où là je vis un échec. En 2011, deuxième échec. Et en 2015, finalement, ça marche, on dit jamais 203. Et finalement, j'étais prêt. Je pense que le cheminement de ma vie, je l'ai eu à 37 ans. Finalement, 37 ans, la moyenne d'âge de tous les corps de métier confondus dans les meilleurs ouvriers de France. J'étais prêt à porter ce col et à être, entre guillemets, légitime. Et de ce fait, j'ai pu accéder à ce poste de chef de cuisine, où je suis aujourd'hui aux côtés de Gilles, mais plus basé, moi, sur le développement des cartes, réalisation des cartes et de l'apprentissage dans cette maison. Donc un parcours marqué par énormément de travail, d'acharnement et une vision également. La résilience, enfin la vie ne fait pas de cadeaux pour tout le monde. Après, quels sont les objectifs qu'on se fixe et on veut aller vers quoi? Moi, je voulais certainement pas faire ce métier pour rester moyen. C'est trop compliqué, on passe à côté de beaucoup de choses. Comme je dis souvent, on est dans un métier où le partage est fondamental. Il faut aimer les gens, il faut aimer passer du temps avec les gens, donc avec nos clients, nos équipes. Mais finalement, on a les deux en nous. On est très égoïste avec nos proches. On passe un peu à côté de notre famille, de notre vie, des gens qui nous accompagnent. Donc on a cette double facette où les gens nous voient au restaurant, nos clients nous voient et on se doit de les recevoir à la perfection. Et des fois, on passe un peu à côté de notre vie personnelle. Et c'est là où le juste équilibre, pour moi, aujourd'hui en tout cas, est important pour être bien dans son travail et bien dans sa vie perso. Il faut un peu de temps justement pour trouver cet équilibre. Il faut un âge de maturité, il faut avoir vécu des expériences qui nous construisent différemment. Et justement, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ces jeunes cuisiniers qui arrivent pleins d'ambition? Moi, je crois réellement que les jeunes sont motivés, sont bien. Évidemment, le Covid a beaucoup changé l'état d'esprit, l'envie de travailler, de s'engager. Mais on a des pépites, on a des gamins qui sont là. Il faut juste aller les rencontrer, il faut juste donner de son temps. Aujourd'hui, moi, je m'engage beaucoup sur l'apprentissage. Je suis sur l'école de Groisy où je vais régulièrement
quand le temps me permet, pour découvrir des talents. Quand vous travaillez avec des gamins qui ont 15, 16, 17 ans, vous voyez en tant que professionnel qui est capable de s'engager et d'avoir envie de venir chez nous. Donc je trouve pas mal de jeunes comme ça et je pense que on n'a pas le droit de dire que la jeunesse aujourd'hui n'a pas envie. Il faut juste qu'ils aient les gens en face qui leur donnent envie. C'est là où je pense aujourd'hui on pêche un petit peu. On ne peut pas se plaindre si on n'engage pas les choses pour que les choses s'améliorent. Il faut faire preuve d'optimisme, en effet. Et Monsieur Paul laissait-il de la place à la créativité de ses collaborateurs? Non. En fait, Monsieur Paul était une personne qui faisait confiance à ses chefs, mais la confiance était toujours sous son contrôle. Vous étiez dans sa maison et aucun chef ici ne se serait permis de faire quelque chose autre que la cuisine que M. Paul voulait qu'on fasse chez lui. Vous ne sortiez pas du rang. C'est le respect qu'il imposait par sa présence, mais finalement, c'était normal. C'est sa maison, c'était la maison de madame, de M. Paul. On était chez lui, il donnait une ligne directrice et il fallait exactement suivre cette ligne-là. Moi, j'ai souvenir que des clients revenaient et disaient le bar en croûte était exceptionnel. Et M. Paul, vous avez vu, il aura fallu 40 ans pour à peu près maîtriser la recette. Et finalement, cette phrase-là, elle résonne encore au moment où des clients nous disent « Mais vous ennuyez pas de faire des plats comme ça, toujours les mêmes, depuis aussi longtemps ?» J'ai fait, vous savez, des fois, vous avez des gens, il y a 3 générations à table. Ces 3 générations ont mangé le même plat. Imaginez bien que quand ils viennent au restaurant, s'ils ne retrouvent pas les mêmes goûts qu'il y a 20 ans ou 30 ans, la déception est immense. Donc pour moi, c'est très compliqué de réaliser des plats aussi longtemps dans un restaurant et d'avoir toujours cette même émotion, toujours ce même plaisir à la dégustation, toujours ce même plaisir visuel à la découpe et au dressage. Pour moi, c'est un exercice très compliqué. Et cette maison, aujourd'hui, elle est faite comme ça. Alors vous, comment vous procédez aujourd'hui avec ces jeunes collaborateurs? Quand on parle de créativité, est-ce que vous leur laissez de la place? Oui, alors j'ai pris en charge en fait Monsieur Paul avant son départ. Sa phrase était « Vous ferez ce que vous voulez quand je serai plus là ». Je l'ai pris au mot finalement et le jour où il nous a quittés avec madame, cette maison, il avait tout écrit pour que ça continue. Il avait mis des gens en place pour que cette histoire continue et finalement c'était simple entre guillemets de continuer ce chemin. Beaucoup de gens vous disent mais ça a dû être compliqué de remplacer Monsieur Paul, mais j'ai dit on ne remplace pas Monsieur Paul. On est chez lui encore aujourd'hui avec madame et cette histoire elle continue parce qu'on a cet ADN, parce qu'on travaille depuis longtemps dans cette maison et on a compris le sens et la direction vers laquelle on devait aller. Aujourd'hui, quand j'écris une carte, de plus en plus aujourd'hui, j'ouvre. Au début, il fallait avancer assez rapidement. J'étais assez concentré et j'étais quasiment le seul à prendre cette direction et à décider des plats. Aujourd'hui, j'ouvre un peu plus à ceux qui sont derrière nous, finalement, qui sont peut-être meilleurs que nous et qui écriront la suite demain. C'est important aujourd'hui de leur transmettre ce qu'on a le droit de faire, pas faire, quels sont les outils et les recettes à mettre en avant. Moi, je parle simplement sur les cartes qu'on écrit aujourd'hui d'une gastronomie française. On n'est pas sur la cuisine d'un chef très identitaire qui lui est propre. On est sur la cuisine d'un pays, une cuisine de terroir. Mais le terroir, pour moi, c'est la France. On parle aujourd'hui de beaucoup de la cuisine de proximité à 20-30 km. Oui, mais pour moi, notre territoire, c'est la France. On a des très bons producteurs, des éleveurs, des artisans qui sont à l'autre bout de la France, qui méritent aussi qu'on mette leur travail en avant. Donc sur notre carte, on s'amuse. Par contre, on prend toujours des plats d'autrefois qu'on amène sur la table d'aujourd'hui. Parce que le but pour nous, en tout cas quand j'écris la carte, c'est que je dois toucher à l'émotionnel. Une personne qui va manger telle ou telle chose dans une assiette,
doit être capable de retrouver cette émotion quand il a été enfant, quand il a voyagé en France ou quand il... Du moment qu'on touche à l'émotionnel, on a gagné quelque chose. Et y a-t-il une recette historique que vous prenez plaisir à revisiter? On a tout retravaillé chez Monsieur Paul. Absolument tout. Mais c'est comme un sportif de haut niveau. Je vais vous parler de notre ami Lavillenie qui fait du saut à la perche. On le voit courir, on le voit sur sa perche et il passait des barres incroyables. On ne voit pas l'effort, on ne voit pas l'engagement que ça a demandé. Un sportif, là, on sort des JO, on n'imagine pas l'engagement et la persévérance que ces gens-là ont dû avoir pour, finalement, tous les 4 ans, pour une course d'1 minute, tout engagé. C'est là la difficulté de notre métier. C'est aujourd'hui, nous, un service, c'est 3 heures, et on n'a pas le droit à l'erreur. La personne vient chercher quelque chose et on doit réussir à transmettre tout ce qu'on a à transmettre sur ce laps de temps-là, qui va de l'accueil client à la sortie du client du restaurant, ou même nos employés, quand ils les croisent au moment du départ, on leur dit bonjour madame, ou au revoir madame, bonne journée madame, ou monsieur. C'est là où, finalement, ces valeurs que M. Paul nous a transmises, elles sont bien ici, bien présentes, bien ancrées, et elles ne sont pas prêtes de partir. Et finalement, c'est un travail assez ingrat parce que, comme vous le disiez, chaque service est une nouvelle mise en scène. On remet à chaque fois en question la qualité, le service, etc. C'est une critique. Chaque client est une critique. Il faut l'entendre, il faut être capable de l'accepter. Nous, aujourd'hui, on fait 80 couverts sur un service. Vous avez 80 avis différents. C'est ô combien difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de menu juste unique. On est dans un restaurant aujourd'hui où il y a une carte, 3 menus. Donc vous imaginez la multitude de plats qu'on peut avoir qui peuvent être critiqués. Alors, critiques positives ou négatives. Hein. Mais les critiques, pour moi, négatives, doivent être prises en compte, analysées. Est-ce qu'on a fait une erreur? Est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur? Est-ce que cette personne a la même sensibilité ou comprend la cuisine qu'on va engager? Mais il ne faut pas dire, on ne s'intéresse pas, lui, il n'est pas d'accord. On s'intéresse aussi bien au positif qu'au négatif. C'est peut-être ce qui fait que le restaurant aujourd'hui tourne comme il tourne. Parce qu'on a ce respect et on aime les retours clients et on y tient une grande importance. Surtout aujourd'hui, avec l'arrivée de Louis Morin, qui est meilleur ouvrier de France en salle, on a vraiment un lien très fort entre salle, cuisine, même sommellerie avec Maxime Valéry, où on a vraiment des équipes qui sont vraiment fédérées autour du bonheur client. On a vraiment ce besoin, cette volonté que nos clients vivent la plus belle expérience possible. Et en parlant de bonheur, est-ce qu'il y a un plat qui vous procure plus d'émotion qu'un autre? Je parlerai, comme tout à l'heure, je vous ai parlé du couscous, mais le couscous, c'est quelque chose, finalement, peut-être, sans m'en rendre compte à l'époque, qui m'avait déjà projeté dans ces plats de partage et cette envie de partager avec les gens. J'ai en mémoire ce souvenir de ces plats gargantuesques qui arrivaient avec des saveurs juste exceptionnelles. Finalement, une cuisine très simple, hein. Quand on regarde un couscous, c'est finalement un ragoût de saison, finalement. Et toutes les régions sont différentes, mais ce partage-là est pour moi essentiel. On ne peut pas faire ce métier-là aujourd'hui si on n'aime pas partager, si on n'aime pas les gens. On n'a rien à faire dans ce métier-là. Donc, ouais, ce couscous, dans un endroit improbable, hein, quand je le raconte à beaucoup de gens, ils sont pas forcément, ils comprennent pas forcément, mais pour moi, ça a été peut-être, encore une fois, sans le savoir, un plat qui allait peut-être conditionner mon envie de partager et de faire de la cuisine plus tard. Pour en revenir à Monsieur Paul, y avait-il un regard, un geste discret qui signifiait c'est bien, continue, sans qu'il n'ait besoin de parler? Monsieur Paul n'était pas le plus grand communicant, à part devant les caméras et tous les médias. Il avait cette façon et cette répartie qui était juste incroyable. Cette facilité pour lui de répondre aux journalistes et de se mettre en scène sur des émissions de télé. Autant dans sa maison, au regard
Il passait dans la cuisine et au regard, on le scrutait, on l'observait. On savait dès qu'il passait en cuisine, il allait tomber sur quelque chose de pas bien. Donc juste le regard, En disait tout long. le monde courait et tout le monde intervenait avant qu'il y ait une problématique. Donc il n'est pas arrivé où il est arrivé dans sa vie sans avoir un don, sans avoir quelque chose de différent des autres. C'est, je pense, ce qui fait que M. Paul perdure encore aujourd'hui. Et ce nom n'est pas prêt de s'arrêter parce que ces valeurs-là, on les possède, on les a ici. Elles sont finalement très simples. C'est l'exigence, c'est l'envie de tous les jours faire mieux que la veille. Et c'est d'être rigoureux, d'être engagé. Et surtout, encore une fois, on revient toujours au même point. Le client doit être heureux. Il doit vivre un moment. Et même sur le parking, des fois, il partait. Et en partant, il entendait les gens parler. Il avait cette oreille même de... Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Il se mettait des fois devant la plonge à regarder les assiettes qui revenaient des clients. Ça en disait long. Ça en disait long parce que ces gens-là ils ont connu la guerre, ils ont connu des moments très compliqués. Et pour lui, c'était inconcevable qu'un client parte de chez lui sans avoir suffisamment mangé. Donc, il était attentif à tout et c'est ce qui fait que M. Paul et le nom Bocuse s'est construit et allé aussi haut dans la gastronomie mondiale. Oui. Vous aviez peur de le décevoir? Bien sûr, mais tout le monde. Tout le monde, après, c'est une force. Il ne venait pas vous dire « me déçois pas ». Quand vous transmettez ça à vos employés, cette envie de réussir pour vous, vous avez tout gagné. C'est finalement le respect, c'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir de ces équipes, de fédérer des gens autour d'une vision, d'un projet. C'est pour moi ce qu'il y a de plus compliqué. On peut imposer, mais ça ne durera jamais longtemps. Donc, il faut comprendre les choses. Et quand vous les compreniez, finalement, cette maison, vous aviez juste envie de rester. C'est ce que j'ai fait. Vous avez présenté le concours du meilleur ouvrier de France à 3 reprises avant de le décrocher en 2015. Comment vous avez vécu ces échecs, si on peut parler d'échecs, et comment M. Paul vous en parlait? Alors, l'échec, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Je pense que cette réussite n'a pas été possible sur les 2 premières fois parce que j'étais finalement pas prêt. Ce manque de réussite et cette non-obtention sur le premier et le deuxième, donc en 2007 et 2011, ça m'a apporté les clés pour réussir en 2015. Je pense que si j'avais réussi du premier coup, j'aurais été moins fort, entre guillemets, que ce que j'ai eu en 2015. Finalement, ces moments difficiles, parce que l'après est compliqué, quand vous revenez à Collonges et que tout le travail engagé n'a pas payé, pour vous c'est très difficile. Vous avez déçu le boss, vous avez déçu M. Paul, vous avez déçu vos équipes, vous avez déçu tellement de gens qu'il y a une énorme remise en question qui n'est pas facile, qui est douloureuse. Mais quand on la digère et quand on commence à se poser les vraies questions, on comprend pourquoi on a loupé. Il faut avoir cette possibilité et surtout cette ouverture d'esprit. J'ai pas été bon. Et finalement, les 2 premières fois, j'ai pas été bon. Et justement, aujourd'hui, comment vous accompagnez vos équipes? De nombreux jeunes de la maison passent des concours, des apprentis ou des proches collaborateurs. Comment vous les accompagnez? Je mets tout en œuvre pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Il faut de la bienveillance, il faut de l'exigence. Moi, par le biais du Bocuse d'Or, aujourd'hui, je suis rentré grâce à Jérôme Bocuse dans le Bocuse d'Or. Je suis dans le COMEX, donc ça me permet de voir les équipes du monde entier s'entraîner, se préparer. Un concours aujourd'hui n'est plus le concours d'hier. Ça demande de l'exigence, de l'engagement, de la persévérance, de la technicité, du self-control. Aujourd'hui, je prépare mes équipes plus comme des sportifs. Dans du travail mental, dans du coaching, dans l'organisation millimétrée, dans l'alimentation, pour réaliser le meilleur moment possible. Tous ces paramètres qui n'étaient pas forcément pris en compte avant,
aujourd'hui rentre. Aujourd'hui, on est, et la maison, par le biais de Vincent, de Gilles, de Francesco, toutes les équipes, aujourd'hui, on est vraiment derrière eux et on les aide à se dépasser. Tous mes apprentis aujourd'hui, quand ils rentrent chez moi ici et que je suis leur maître d'apprentissage, à leurs parents, je leur dis, ne rentrent pas chez Bocuse pour dire juste le CV. Ils vont devoir s'engager et aller au meilleur apprenti de France. Et on les aide à aller au meilleur apprenti de France. Il n'y a pas un apprenti, j'ai eu 7 apprentis, il n'y a pas un apprenti qui n'a pas fini meilleur apprenti de région ou département. Et j'ai eu un meilleur apprenti de France national. Donc ouais, c'est une grande fierté. Tous ont envie de se dépasser. J'ai 2 jeunes là aujourd'hui de 15 ans qui vont au meilleur apprenti de France et on met tout en œuvre aujourd'hui pour qu'ils arrivent à au moins décrocher le titre région et département. Vous les tirez vers le haut, il y a une vraie stimulation. Ils ont l'envie. On leur a indiqué. Par contre, c'est eux qui sont venus, c'est eux qui viennent me voir pour dire on aimerait passer le concours chef. Je dis pas de problème. Soyez prêts par contre, ça va demander de l'engagement, de l'investissement. Mais quand ça va payer, vous serez les plus heureux du monde. Vous ne craignez pas qu'ils prennent votre place? Ah, j'adorerais. En fait, j'ai pas la peur. Aujourd'hui, j'aimerais, et déjà les personnes qui sont derrière nous sont meilleures que nous. On a des gens derrière nous qui sont juste incroyables. On les aide juste à comprendre cette philosophie. Moi, j'aurais aucun problème à laisser ma place à meilleur que moi. Et je souhaite qu'ils soient meilleurs que moi, parce que cette maison doit durer encore 100 ans. On ne se verra pas pour les 200 ans, mais en tout cas, je sais que cette maison ne s'arrêtera pas et que dans 100 ans, on fêtera encore ce moment-là, parce que je crois réellement à cette philosophie qui n'est pas prête de s'arrêter. En tout cas, les équipes sont fédérées autour de ce projet-là. On lui souhaite en tout cas. Y a-t-il un objet pour lequel vous avez un fort attachement? J'en ai deux. J'ai une photo des mains de Monsieur Paul qui se trouve dans le salon Paul Bocuse à l'étage, où finalement ces mains parlent et résument tellement de choses. Monsieur Paul a réussi par son travail, par le côté manuel. Aujourd'hui, l'artisanat, finalement, les mains, c'est l'artisanat. Cette photo, elle est juste magique. Et j'ai une veste que Monsieur Paul m'a donnée. En fait, quand je gagne le meilleur ouvrier de France, on me remet une veste, mais un peu petite. J'arrive ici un peu étriqué dans ma veste et il me regarde. Moi, déjà, on vit un moment avec beaucoup de pudeur que je garde pour moi. Et il me dit, mais ta veste, elle est un peu petite. Tu peux pas garder ça. J'ai dit, Monsieur Paul, j'ai encore les autres vestes. Je vais remettre une veste avec le col blanc en attendant les autres. Il fait, non. Aujourd'hui, tu es meilleur ouvrier de France. Tu es un des meilleurs ouvriers de France. Donc, tu vas dans ma penderie et tu prends 2 vestes à moi. Avec chance, je faisais la même taille. Donc, je me suis appelé pendant 1 mois Paul Bocuse et je portais ces vestes. Et j'ai donné une de ces vestes à un ami, et l'autre veste est gardée précieusement chez moi. Et de temps en temps, on la sort. Elle jaunit un peu par le temps, mais en tout cas, elle est chargée d'émotions. Et par ce don de veste, je pense que j'avais la reconnaissance de Monsieur Paul. Et il m'a remercié plus qu'il n'aurait jamais pu le faire. Voilà, de porter sa veste, ça a été juste incroyable. C'est le plus beau des cadeaux? Ouais, il avait même dit, tu peux enlever Paul Bocuse, tu mets Olivier Couvin. J'ai dit, Monsieur Paul, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Alors, au-delà de ce geste, très surprenant, est-ce qu'il a fait preuve d'un autre geste de bienveillance à votre égard? Oui, mais ça, avec beaucoup de pudeur, je vais le garder pour moi. C'est des choses que j'ai pas forcément envie de partager, mais qui font que Monsieur Paul aujourd'hui est bien dans mon cœur, bien présent. Et c'est pour ça qu'on est dans cette maison et qu'on continue cette fabuleuse histoire, tout simplement. On n'insistera pas alors? Non, ça sert à rien. Donc vous aviez bien compris que vous comptiez pour lui? Oui, c'était Monsieur Paul, homme à l'ancienne. Moi j'avais un papa très âgé, qui avait peut-être 10 ans de moins que Monsieur Paul, mais j'ai été élevé un peu à la dure, comme il a dû être élevé un peu à la dure. Et c'est pas les plus grands des communicants. Simplement, un jour, il m'a dit,
Un jour, je pensais que je n'arriverais pas à atteindre mes objectifs dans cette maison. Et j'ai dit, Monsieur Paul, je ne vais pas rester chez vous parce que je pense que je ne suis pas à la hauteur et je vais faire autre chose. Et il m'a pris comme il me prenait sur son banc là-bas. On s'est assis l'un à côté de l'autre et il m'a dit, tu sais quoi? Alors j'avais déjà un peu de bouteille dans la maison, mais voilà, quand vous sentez que ça ne fonctionne pas, vous atteignez pas ce que vous voulez, il m'a dit, tu sais quoi, tu vas rester à mes côtés. Parce que moi j'ai besoin de toi et tu vas rester dans cette maison. Et en fait, ce jour-là, j'ai pas capté tout de suite l'importance de ces mots, mais ce jour-là, tout a changé. J'ai été adoubé par Monsieur Paul d'une façon très simple, au détour d'une conversation où vous ne captez pas le moment. Moi, j'ai toujours été très impressionné à côté de lui, à la fois un énorme respect et l'envie de faire attention à tout. Et j'avais pas capté sur le moment cette phrase-là. Et de ce jour-là, tout a été différent. Donc j'avais réussi à convaincre. Et il avait vu, j'étais pas meilleur ouvrier de France à l'époque, hein. Il avait vu en moi peut-être quelqu'un qui serait capable d'avoir cette force pour tenir cette maison et d'engager ce qu'on engage aujourd'hui. Il avait du nez. Comme je disais tout à l'heure, cet homme-là était différent des autres. Vous n'atteignez pas ce qu'il a réussi à faire en étant banal et en se contentant du banal. Il avait une vision, il allait au bout, il a eu les rencontres pour ça. Il a été intelligent de les saisir et de saisir les choses au moment, je pense, où c'est arrivé devant lui. Et c'est ce qui a fait que Bocuse rayonne dans le monde entier aujourd'hui. Donc oui, il m'a fait confiance et j'ai pas trahi sa confiance. Vous parliez de banalité. Est-ce qu'il y a justement un moment partagé, tous les deux, simple, presque banal, qui vous serre encore à la gorge aujourd'hui, loin des fourneaux? Il m'a emmené, suite à cette discussion, il m'a emmené un jour à l'étang. Il y avait une grosse émission avec des chefs américains. Il avait besoin d'un cuisinier. Alors, j'arrive, c'est moi qui conduis le 4x4. Je dis, oh là là. Moi, je roulais en AX, une petite bagnole. Je conduis le gros 4x4 Mercedes et j'arrive à l'étang. Et en fin de compte, grosse télé américaine avec des grands chefs et on devait cuire des oiseaux à la cheminée. J'arrive donc dans cet endroit qui était un peu son lieu de vie à lui. Et je cuisine des oiseaux à la cheminée. Il me fait confiance. Il me dit, tiens, tu brides les oiseaux. Et on les a cuits à la ficelle, en fait. La chaleur, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, la chaleur du foyer avec l'air qui circulait faisait tourner les oiseaux. Et à un moment, je les mets comme ça. Il me dit, non, regarde juste la ficelle comme ça. Et les oiseaux commençaient à tourner comme ça. Et en fait, ils ont rôti gentiment. Les caméras étaient là. Après, on a découpé ça. On a fait des toasts avec les entrailles et tout. Et ce moment-là, ouais, un vrai moment de cuisine, j'aurais presque entre amis. Chose que je ne me serais jamais permis de me considérer comme un ami de Monsieur Paul, mais j'ai vécu un moment, ouais, ce moment était fou. Vous étiez finalement, j'avais appris qui était Monsieur Paul, je savais ce que c'était de vivre ce moment-là avec lui, et hors du temps. Et j'ai revu l'émission d'ailleurs qui est repassée il n'y a pas si longtemps sur une télévision. Je dis, wow, c'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que Monsieur Paul détestait le plus en cuisine? Le non-respect du client, le gaspillage. Et ça, c'est quelque chose qu'on garde encore aujourd'hui chez nous. Il avait marqué une phrase en cuisine, surtout au réfectoire. N'oubliez pas que je ne suis pas votre patron c'est le client. Si demain il décide de plus venir manger chez nous, vous ne serez plus payé. Et en fait, finalement, c'était plein de bon sens. Le client, c'est la personne à prendre soin, c'est la personne qu'il faut encadrer et faire qu'elle vive la plus belle des expériences.
c'est encore actif aujourd'hui, c'est encore un peu cette phrase basique, mais pour autant qui doit résonner dans tous les restaurants de France et du monde. N'oublions pas que le client est notre plus important sujet. Il faut être là, faut tout donner pour que son expérience soit exceptionnelle et qu'il ait juste envie de revenir. C'est ce que j'allais justement vous demander. Qu'est-ce qu'il vous a transmis? Quelle valeur il vous a transmis pour que cette maison occupe sa place aujourd'hui? Le respect, le respect du travail bien fait, l'engagement à 200%, l'envie de faire vivre une expérience magique. Pour lui, un restaurant, c'était finalement un spectacle. On le voit encore aujourd'hui à Collonges. Cette salle vide de découpe, de décantation, de vins qui sont ouverts à la pince. On est dans un show perpétuel devant le client. Et je pense qu'aujourd'hui, le client a besoin de ce show-là. Je pense que dans tous les moments de société qu'on vivra encore bien longtemps, aujourd'hui qui a un climat quand même très compliqué, le client, quand il vient chez nous, il a juste envie de penser à une seule chose, la personne qui l'accompagne, ou juste de passer un moment agréable à table, pour oublier. Et finalement, ce souvenir qu'on va lui laisser dans l'espace de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures des fois, il l'emportera avec lui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Contrairement à beaucoup de choses, demain vous achetez quelque chose, il se casse, poubelle. Une émotion que vous allez vivre au restaurant, elle reste là, et on a juste envie de la revivre avec des gens qu'on aime. Donc c'est ça qui nous a transmis et qu'on reproduit encore aujourd'hui avec l'ensemble du personnel. C'est évident pour nous. Et ce show en salle, on a tous vu le grand restaurant. Il faut ça. Pour moi, la cuisine de Paul Bocuse est une cuisine de show, à la fois gustatif, mais aussi visuel, par notre service en salle, par notre sommellerie. Ça, c'est très important et je pense que c'est très français. Donc finalement, on garde cette ligne de conduite et aujourd'hui, elle plaît énormément. Et plus ça va, plus j'écris les cartes et plus je ramène ces choses-là sur notre table en tout cas. Et y a-t-il une phrase qu'il vous a dit qui vous accompagne encore tous les jours? Si, alors c'est de faire une chose mal ou bien, ça prend le même temps. Alors fais-la bien. Et c'est tellement plein de bon sens. Et je la dis encore aujourd'hui à mes commis, aux employés qui sont là. Que tu le fasses bien ou mal, tu vas prendre le même temps, mais par contre la satisfaction au bout de la ligne, elle ne sera pas du tout la même. Donc fais-le bien. On va au bout des choses. Ouais, exactement. Qu'auriez-vous aimé lui demander sans jamais oser lui dire? Est-ce qu'il est content de ce qu'on fait aujourd'hui? Pour finir, chef, Paul Bocuse en un mot? L'excellence à la française. Merci beaucoup. Moi je dirais pas merci beaucoup, je dirais merci Bocuse. Vous venez d'écouter Merci Bocuse. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles anecdotes. Merci beaucoup. Non, merci Bocuse.